Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinale d'Oulist. Bonjour Jean-François. Bonjour Anthony. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour cette sixième matinale. Nous accueillons donc la société Cybercité avec Jean-François. L'objectif pour nous ce matin est de parler acquisition de trafic et fidélisation de prospects. Jean-François, est-ce que tu peux nous présenter Cybercité en quelques mots ? À Cybercité, en quelques secondes, on est une agence digitale spécialisée dans tout ce qui est génération de trafic. Notre baseline, c'est More Traffic, More Business. Donc, on travaille pour des entreprises, des collectivités qui veulent développer leur business et leur trafic par Internet, essentiellement au travers du SEO, du SIA et du social media. Voilà, pour faire très court. Et on est implanté dans toute la France, essentiellement à Paris, à Lyon, à Nantes, à Rennes et à Nice. Super, merci. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Doolist, donc Doolist spécialiste email data marketing depuis maintenant 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Spécialiste à la fois avec plateforme de routage email et SMS, mais également tous les services d'accompagnement, que ce soit studio, formation et conseil. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, mais je vois, merci à tous de nous saluer dans le chat. Vous avez le chat pour éventuellement échanger avec nous. On a également Eva, comme d'habitude, qui est là si vous avez des problèmes techniques pour essayer de vous aiguiller. N'hésitez pas à poser vos questions également au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre tout au long de ce web séminaire, mais on pourra également prendre 5 minutes à la fin si vous avez des questions supplémentaires. Pour le déroulé de cette matinée, donc nous allons d'abord passer 45 minutes ensemble où nous allons évoquer avec vous les synergies qu'il existe entre le SEO et l'email marketing. Et puis ensuite, Jean-François fera un petit point sur le netlinking justement pour vous montrer comment Cybercité vous accompagne pour justement optimiser cette méthode de référencement. Et puis ensuite, non pas à 10h45 mais à 11h, nous ferons un point sur les workshops conseils et justement comment capitaliser sur ce qui est fait en SEO pour l'exploiter dans vos campagnes email. Prêt Jean-François ? On est parti, si tout le monde est prêt, moi je suis prêt. Allez, c'est parti. On est parti donc pour 45 minutes. Et donc, le premier point déjà, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une vision qui soit par canal, puisque on a beau le répéter, hein, même si avant on disait que le consommateur était multicanal, aujourd'hui, on parle bien d'omnicanalité du consommateur, puisqu'il va changer d'appareil très facilement en fonction de ce qu'il souhaite rechercher. Et donc, les points de contact se sont multipliés. Et donc, quand on parle d'expérience client maintenant, qui est d'emmener le client sur une phase de découverte, puis de considération, d'achat, et enfin après de le fidéliser, bien entendu, eh bien, on ne peut pas capitaliser sur un seul canal. Il est important que tous les canaux soient complémentaires, que ce soit sur les publicités, sur les réseaux sociaux, ou même ce que vous allez mettre en avant sur d'autres bannières. Mais sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la complémentarité entre le canal email et le SEO. Et donc, un des premiers éléments à aborder, Jean-François, sur cette matinée, c'est que déjà, il est important de comprendre qu'il existe une hiérarchie entre les audiences. Alors, par rapport au schéma précédent où on voyait le schéma de parcours d'utilisateur et le parcours utilisateur, on le voyait utiliser différents terminaux, être exposé à différentes sources médias. Ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on raisonne en termes d'utilisateur. C'est-à-dire qu'on se dit, mon client, il reçoit un email, il va avoir une bannière, il clique sur de l'affiliation, il passe par du SEO. Ça, c'est le schéma d'utilisateur. Si on se met de l'autre côté, qui est celui de l'éditeur, qui est celui de l'annonceur, en l'occurrence ceux qui sont avec nous ce matin, eux, ils ont ce raisonnement utilisateur, mais ils ont aussi un raisonnement global de comment est structurée ma propre audience et comment je vais toucher ces différents internautes dans leurs différents moments d'achat, dans cette customer journey, à quel moment je vais les toucher. Et puis après, comment ça se résume en termes de grande masse dans mon audience. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mes 100 visiteurs par jour ou mes 100 000, peu importe, on partira de 100, c'est plus simple à exprimer. Comment cette audience est structurée et est-ce que là-dedans, il y a des audiences qui sont plus efficaces que d'autres, qui sont plus à développer. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et on en parlera tout à l'heure, c'est que la crise sanitaire a montré des réussites et des lacunes par rapport à ça, c'est qu'il y a des grandes masses d'audience, mais toutes ne se valent pas et il faut avoir une approche qui soit pyramidale. Alors avant, on parlait d'audience propriétaire, d'audience payée. Et nous, on considère que la pyramide de l'audience, elle doit commencer par des audiences qui sont
propriétaires, c'est-à-dire des audiences qui sont propriété plus ou moins de l'annonceur. Ça va dire essentiellement c'est de l'audience SEO, c'est-à-dire que c'est le fondement, c'est-à-dire que si je dois tout arrêter, si je n'ai plus rien, ma première couche c'est une audience qui tourne toute seule, c'est de l'audience SEO, on reviendra dessus un tout petit peu après. La base email va rentrer aussi dans cette logique-là, c'est une audience que je peux activer au moment où je le veux et quand j'en ai besoin, versus par exemple une audience publicitaire qui, elle, va être très éphémère, très coûteuse dans le temps. Donc on commence toujours par les audiences les plus volumineuses et les moins coûteuses. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête, c'est de dire, pour toucher tous ces internautes, j'ai intérêt à avoir une base d'audience naturelle qui soit extrêmement forte, et on verra à la fin quels sont les types de contenus qu'on peut agencer et qu'on peut mettre en place pour avoir une audience maximale, avec des objectifs qui soient à chaque fois différents. Mais l'idée, c'est qu'il y a des audiences qui sont meilleures que d'autres. Et on se rend compte que plus on va chercher l'audience loin, donc de plus en plus haut dans la pyramide, plus cette audience est coûteuse, mais elle n'est pas forcément plus transformatrice. Alors, tout est relatif et on a toujours des contre-exemples. Mais on considère que quelqu'un qui va se lancer dans des campagnes d'achat média, alors même qu'il n'a pas une audience importante en SEO, c'est soit prématuré, soit qu'il n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, dans le temps, c'est pas tenable. Et ça ne permet pas de bénéficier de tout le réservoir que nous propose Google et de tout ce qu'on peut faire, avec ces audiences. Donc, l'idée, c'est de commencer par les fondements pour que la maison et que la pyramide, elles tiennent, et ensuite de grimper, d'aller chercher toujours plus loin et toujours plus cher, entre guillemets, ces audiences-là. Et il y a aussi une notion d'autonomie, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, sans souffler ce qu'on va dire derrière, c'est dire qu'au moment où ils ont annoncé l'arrêt de l'activité, le confinement, la plupart des annonceurs nous ont appelés en disant, un petit peu paniqués comme tout le monde parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, on arrête les campagnes, on arrête les campagnes. Les magasins vont fermer, les commerciaux n'auront plus le droit d'aller voir les clients, donc globalement, on n'a plus besoin de faire d'acquisition. Il y a eu une baisse d'audience globale qui était liée à ces campagnes, alors même que quelques jours plus tard, l'audience était déjà phénoménale parce que les gens étaient chez eux. Et ceux qui avaient fait le choix d'avoir une audience au-delà de l'audience publicitaire SEO qui était volumineuse, ils ont eu une audience comme jamais. Donc, il y a vraiment des fondamentaux à travailler, une pyramide à travailler, et il faut toujours commencer par les bases. Et quand je dis base, je vais te laisser rebondir par rapport à ça, c'est des bases qui soient importantes, c'est une base audience qui permet de constituer aussi des bases de données. C'est ça, et le parallèle en effet avec l'email est là, c'est que aujourd'hui, quand on dispose une base, donc on peut parler d'audience aussi, quand on parle de base de contact en email, oui, il est important de connaître cette base et d'arriver aussi à pas réaliser une pyramide, mais peut-être réaliser des segments justement qui nous permettent d'avoir, au-delà de la vue globale qu'on a sur tous ces contacts-là, mais de pouvoir les hiérarchiser, parce qu'en effet, l'investissement qui peut être monétaire ou l'investissement de temps ne doit pas être le même en fonction de ce qu'on appelle du scoring du contact et de sa propension à être prêt à acheter. Et donc, c'est important, là, c'est ce qu'on voit sur le schéma, c'est qu'il faut vraiment essayer de travailler en fonction de à la fois un scoring, donc en fait, on va cumuler des points au fur et à mesure que la personne montre qu'elle est intéressée par les campagnes qu'on peut lui envoyer à travers les clics et les ouvertures, mais aussi par rapport à sa catégorie, à quel type de grade, comme on l'appelle, il correspond. Eh bien, on va essayer d'affiner les campagnes qu'on lui présente pour soit l'emmener vers l'achat parce qu'on sent que justement, comme on le voit ici en haut à droite, elle est prête à acheter. Par contre, si l'intérêt est minime, eh bien, on va essayer plutôt essayer de ralentir le rythme et de ne pas mettre une pression d'envoi qui soit trop forte. Donc ça, c'est vrai que c'est les… Oui, tu veux dire? Non, vas-y, je te laisse. Donc ça, c'est le premier point. Justement, ce travail sur les audiences, il est aussi important en SEO que justement en email marketing. Et souvent, il y a des croisés qui peuvent être faits. Et c'est là où aussi ce qu'on veut essayer d'échanger avec vous ce matin, puisqu'on en a parlé avec Jean-François précédemment, et c'est là où on a vu tout de suite les synergies, c'est qu'un des fondamentaux aussi, c'est le contenu. C'est ça qui est important de travailler. Si on revient juste sur la slide d'avant, j'allais enchaîner sur le contenu et me servant de cette slide-là. Là, le schéma, il montre en fait le lead grading, lead scoring. On peut avoir le même raisonnement par rapport à la construction des contenus dans sa stratégie SEO avec exactement la même matrice en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus prêts à l'achat.
Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va visiter une fiche produit. Alors, je ne sais pas dans la salle qui est e-commerçant ou s'il y a qui sont des marques ou des destinations. Tout ça peut s'adapter à chaque sujet. Mais en gros, on a des contenus qui attirent des internautes qui sont prêts à l'achat. Des gens qui vont taper prix plus le nom d'un produit sont des gens qui sont prêts à l'achat, qui sont assez avancés dans leur démarche de découverte et de comparaison. Et quand on les amène sur ces contenus-là, on va avoir une proximité avec la transformation qui va être très forte. Besoin de plus d'engagement, eh ben c'est quelqu'un qui en B2B va découvrir un contenu sur l'email marketing et qui va télécharger un livre blanc sur la délivrabilité par exemple. On a quelqu'un qui s'intéresse, qui découvre, qui est dans notre sujet, qui est pile dans notre cible, mais qui se pose des questions qui sont préalables à son achat. Donc le contenu va préparer et va accompagner l'internaute dans son processus d'achat. Et puis, cherche le bon produit, le bon service. C'est quelqu'un qui va arriver sur un guide d'achat qui va lui permettre de comparer la débroussailleuse X avec la débroussailleuse Y et de pouvoir avoir les comparatifs. C'est ce qu'on va trouver sur la FNAC, par exemple, historiquement, sur leur guide d'achat, mais on trouve ça sur beaucoup de sites e-commerce et beaucoup de sites de comparaison. Donc, on va avoir des contenus qui vont s'adapter à chacune des activités. Et puis, ne porte pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui va arriver sur une actu, qui va regarder l'actu et qui va partir avec un taux de rebond de 100%. C'est pas inintéressant, ça peut permettre de faire découvrir la marque. Mais par contre, besoin de plus d'engagement, cherche le bon produit. C'est des contenus qui vont nous permettre de choper des gens qui sont en processus de recherche avancé et qui là vont rentrer soit directement ensuite dans toujours une stratégie de contenu, dans un déroulé et dans une descente dans le tunnel d'achat, ou alors qui vont rentrer dans une démarche d'inscription à une newsletter ou à un fil d'actualité et qui vont ensuite pouvoir être animés. Donc, on a dans ce grading, le contenu est la base de tout, c'est ce qu'on dit après. Et cette matrice-là, en fait, elle va servir à déterminer la stratégie de contenu qu'on va mettre en place. La question qui va se poser, c'est aujourd'hui, on se pose la question on sait qu'en SEO, et ça fait 20 ans qu'on le dit, allez, 15 ans si on ne veut pas être trop prétentieux, mais ça fait quand même 20 ans qu'on pratique. Le contenu est roi. Donc ça, si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous êtes arrivé aujourd'hui et que vous démarrez toute votre vie professionnelle. Mais si vous avez fait déjà un ou deux webinaires, vous avez peut-être dû l'entendre au moins 100 fois. Donc le contenu est roi, mais la question c'est quel contenu est roi et quel est le contenu qui va m'apporter les bons visiteurs, parce que c'est assez facile aujourd'hui d'obtenir des grandes audiences sans qu'elles soient transformatrices. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel contenu pour avoir une audience volumineuse, mais qui aussi m'amène à une considération forte proche de l'acte d'achat, le comparatif, le descriptif produit ou le livre blanc dont on parlait avant, et pas juste des gens qui vont voir quelque chose et qui ont vu une photo et qui vont faire un aller-retour, ce qui en soi n'apporte pas grand-chose à la marque. Donc, quelle est la question des contenus? Et là, en fonction qu'on soit en B2B ou en B2C, on va avoir des stratégies de contenu qui vont être relativement différentes et qui peuvent être même opposées. On peut avoir, alors ce que je disais, du livre blanc, du guide d'achat, de l'enrichissement de contenu, ça peut être de la FAQ. Aujourd'hui, la FAQ, par exemple, on l'a vu sur un de nos clients qui vend des adoucisseurs, on a réussi à avoir une augmentation des positions, de l'audience et de la transformation grâce à des FAQ qui enrichissaient des contenus existants qui étaient déjà bien positionnés. N'importe quel contenu peut être adapté, c'est une question de stratégie. Si vous vendez des croquettes pour chat, des engrais pour les plantes ou des adoucisseurs d'eau, vous allez avoir des stratégies de contenu qui vont être totalement différentes et qui vont être basées sur ce que les internautes peuvent rechercher, mais aussi à quel moment ils peuvent rechercher. Donc la question, c'est quel est l'objectif de ce contenu, quel est l'objectif de mon audience et à quel moment je veux les faire entrer dans ce qu'on voyait tout à l'heure, dans la customer journey. Est-ce que c'est au début pour faire découvrir ma marque, pour faire découvrir mon produit, ou alors je veux que des gens qui vont acheter mes produits et qui sont je rentre, j'achète. Voilà. Donc on peut avoir des stratégies de contenu qui soient très différentes. La question initiale toujours, c'est quel objectif pour ce contenu et est-ce qu'il rentre bien dans ma pyramide? Est-ce que je suis aussi légitime par rapport à ces contenus? Est-ce que mon site de marque va être légitime? Si vous vendez des produits qui sont extrêmement dangereux et que vous voulez faire un site extrêmement friendly, super sympathique avec des cœurs partout, il faut voir si vous êtes légitime par rapport à ça et il faut voir si vous avez la capacité à produire. Je vois que tu souris, mais en fait, c'est une réalité chez pas mal d'annonceurs qui ont des produits noirs et qui veulent mettre des contenus blancs pour rester dans une image très simple. C'est pas impossible.
Mais il faut se poser la question de l'objectif, de la pertinence du contenu par rapport à la marque et savoir si ce contenu-là, il faut le faire sur son propre site, sur un autre site, sur un blog, sur le site d'un partenaire, sachant que l'audience, ce qu'on voyait aussi tout à l'heure dans le Customer Journey, c'est celle de nos sites, mais c'est aussi celle de nos médias sociaux, c'est aussi celle de nos blogs, c'est celle de nos partenaires. Donc, on raisonne SEO par rapport à sa propre propriété de site, mais ça peut être celle d'un copain. Ça peut être une plateforme social media, ça peut être Pinterest, ça peut être Amazon. On peut faire du SEO sur Amazon et rendre visibles ses produits directement sur Amazon et faire augmenter les positions des pages Amazon. Donc, faut raisonner tout ça de façon globale. Donc, quel contenu, quel objectif, à quel moment de ma customer journée je vais concevoir ces contenus. Là, je ne vous parle pas de la fabrication, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contenu, mais c'est de la vision stratégique que vous devez avoir pour avoir une audience qui soit structurée, qui soit rentable et qui soit dans une logique pyramidale, toujours. Et c'est vrai que je souriais parce qu'on a beau répéter ces présentations de web séminaire, tu as utilisé un mot qu'on n'avait pas encore échangé là-dessus, c'était la légitimité à parler de certains contenus. Et ça, c'est hyper important parce que nous, aujourd'hui, en email, c'est ce qu'on va aussi mettre en avant auprès de nos clients qui, justement, au-delà des scénarios trigger, comme tu l'expliquais, où on va envoyer le bon contenu au bon moment vers les bonnes personnes, ce qu'on verra à la fin, notamment dans des scénarios d'accueil. Déjà, la première problématique qu'on leur explique, c'est on dit il faut essayer de mettre un peu plus de contenu et c'est ce qu'on essaie de faire transpirer en réutilisant le cercle d'or de Simon Sinek. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur Google son TEDx qui s'appelle Start with the Why, où il explique justement que la plupart des sociétés savent parler de leurs produits et leurs services, mais par contre, elles ne savent pas expliquer leurs valeurs, leur comment, leur culture d'entreprise. Et ça, en fait, c'est dans la culture d'entreprise, des pourquoi et le comment et les comment qu'on arrive à montrer la légitimité à proposer ce type de produit. Si demain, Doolist se met à commercialiser, je ne sais pas, des cotons-tiges, c'est comme tu le disais, on ne comprendra pas trop le sens qu'il y a derrière ça. Il n'y a pas de petit business. Il n'y a pas de petit business, mais bon, j'avoue que je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre sur ce business-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui avec l'email, c'est que la plupart des messages qui sont envoyés, c'est ce qu'on a sur le coin gauche, c'est des messages qui vont suivre des rythmes commerciaux, mettre en avant des promotions, donc ils sont envoyés à la base de données en disant on espère que c'est le bon moment, que ça va leur donner envie d'acheter ce type de produit. Pour autant, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir séduire les consommateurs. Quand on sait qu'on a 80% des consommateurs qui vont plus faire confiance aux avis des internautes plutôt qu'au discours de la marque, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le FAQ, c'est qu'on a besoin de se confronter aux avis des autres, qu'on réponde à nos questions. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'amener dans l'email marketing. On ne dit pas qu'il faut faire uniquement des emails sur le contenu pour valoriser l'entreprise ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il faut incorporer davantage de ce contenu qui parle aux personnes, qui correspond à ce qu'ils vont rechercher quand ils sont justement intéressés par tel ou produit ou tel service. Et quand on parle contenu avec nos clients, ils nous disent oui, mais ça va nous prendre beaucoup de temps pour créer ce contenu. Et ce qu'on leur dit, non, mais regardez déjà le travail que vous faites en SEO et comment on peut capitaliser sur ces éléments. Je pense à ton client, typiquement le FAQ, le mettre en parallèle dans des emails quand il fait la promotion de certains produits, de renvoyer justement certains éléments du FAQ dans le message pour renforcer le discours. Parfois, c'est beaucoup plus légitime qu'un code de réduction ou un pourcentage de réduction. Je pense que tu es d'accord avec moi sur oui, ça va vraiment dépendre du message qu'on veut faire passer et de ce qu'on veut faire passer. Et à l'inverse de ce que tu dis, c'est vrai, mais aussi à d'autres moments, quand les gens sont avancés dans l'achat, le code de réduction ou la promo, elle va emporter, elle va faire la différence à la fin commercialement parce que à la fin, il faut acheter. On n'est plus dans le contenu à regarder, à lire, à comparer. Une fois qu'on le veut, on dit allez, je mets 100 ou je mets pas 100. Ah ben 98, je le mets, à 100, je le mets pas. Donc oui, le contenu, et ça va dépendre vraiment à quel moment du cycle d'achat, mais la promotion commerciale va être très forte à la fin du cycle, alors même qu'au début, tu peux envoyer toutes les promos à moins 50, tu perds ton temps, tu perds ta bande passante, tu perds tout. C'est ça, et c'est ce qui se passe en email aujourd'hui quand on parle des newsletters ponctuels en fait. Quand on regarde les emails qu'on reçoit, même là pendant la période du confinement, on recevait des moins 30, moins 40% pour aller acheter des produits. Or, on n'était pas du tout enclin forcément à réaliser du shopping. Et donc, par contre, de se renseigner, d'apprendre un peu plus sur la marque. D'ailleurs, on le voit bien sur les stratégies qui ont été mises en place sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les entreprises parlent beaucoup plus d'elles-mêmes parce qu'elles n'étaient plus en mesure de pouvoir pousser leurs produits, leurs services parce qu'elles ne pouvaient pas forcément le distribuer. Et donc, elles sont rentrées un petit peu plus à proposer du contenu qui soit autre
que simplement le produit et les services qu'elles ont à vendre. Et donc, c'est bien là l'idée. Et pour Adrien nous dit dans le chat, je ne sais pas si tu souhaites répondre, Jean-François. Si, je vais répondre. Je suis en train de vibrer là. Vas-y, Anthony, tu veux dire quelque chose? Et voilà, il ne faut pas confondre stratégie de content marketing et stratégie de content SEO. Alors, oui, c'est deux stratégies, en effet, à mixer, mais elles sont quand même similaires. Les objectifs de la société restent identiques. Alors, moi, si vous voulez, c'est toujours une histoire de mots et c'est toujours une histoire de point de vue. Mais en fait, la stratégie SEO n'est qu'une déclinaison de la stratégie de content marketing. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie de contenu, les objectifs que j'ai tout à l'heure, et tout ça doit dérouler en fait de la production de contenu qui servent alors à des internautes, enfin des internautes, mais qui effectivement sert au SEO. Donc, si vous voulez, tout ça, si on arrive à faire un alignement total de sa stratégie de contenu, le SEO n'est qu'une conséquence de ça. Tout est effectivement lié. Et après, dans certains cas, on peut faire, j'emploie des termes qui sont vilains, mais j'ai toujours employé, on peut faire du tuning sur certains contenus pour amuser Google ou pour faire certaines choses. Mais au final, c'est bien un internaute qui va lire ces contenus et qui va les apprécier et qui va dire, tiens, cette marque me dit des choses intéressantes sur les croquettes pour chiens, croquettes pour chats, et c'est intéressant. C'est pas juste être positionné, avoir une stratégie SEO de contenu, être positionné et derrière avoir un contenu qui soit imbuvable, qui n'ait pas de sens, qui soit pas cohérent par rapport au produit. Donc, on peut en débattre et c'est surtout autour des exemples qu'on va pouvoir se mettre d'accord. Mais globalement, la stratégie de contenu, elle intègre la notion, on en parle après dans l'autre slide, on en parle la notion de publicité, elle intègre la notion d'email, elle intègre la notion de SEO et de marque. Si on arrive à avoir une logique, et de social media aussi, si on arrive à avoir une logique globale qui aligne ce qu'on dit sur les médias sociaux, ce qu'on dit en email, ce qu'on dit sur notre site, sur YouTube et tout ça, et ben on a quelque chose qui tient la route et le SEO en bénéficie d'autant plus qu'on reçoit des signaux qui viennent de Pinterest, qui viennent de différents endroits. Donc, si vous voulez, tout ça est lié. Et la partie publicitaire, Robert, je réponds à Robert, c'est pas que Oui, Anthony, je ne me suis pas trompé de prénom. Et la stratégie publicitaire, évidemment, tout ça est lié. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire 50 contenus pour 50 médias, c'est d'avoir une typologie de contenu et de le dérouler, de l'adapter en fonction du support et de l'adapter. Donc, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même celui du social media, c'est-à-dire de devoir, quand on est, par exemple, nous, on a une agence qui s'appelle OnlySo, qui travaille sur les médias sociaux. L'idée, c'est d'avoir des contenus qui soient faits pour la marque et qui ensuite soient utilisés, déclinés pour chacun des médias. Le SEO en est un, le social media en est un. Il n'y a rien de pire que des annonceurs qui disent moi, je fais des photos pour mon catalogue papier. Après, je fais des photos pour mon site web. Je vais faire des photos pour mon social media. Je vais dire autre chose. En fait, pas que ça soit inintéressant, mais c'est que c'est extrêmement coûteux, extrêmement fastidieux de faire tout ça. Et puis, à la fin, on va dire, il y a un truc qui sert à rien. Il y a un levier qui sert à rien. Donc, effectivement, c'est une notion omnicanal. Et c'est une notion de dire, il y a aussi un alignement, il y a une stratégie de la boîte, il y a une stratégie de communication, il y a une stratégie de contenu. Et le SEO en fait partie. Et si après, pour des raisons vicieuses, dont je vais parler à la fin dans mon petit exemple produit, il y a besoin de faire un contenu spécifique qui sort un peu de tout ça pour aller choper Google à un endroit, pour choper une position qui fait vraiment beaucoup d'audience et qui est un peu décalée, on le fera. Mais c'est du tuning et c'est à la fin. Donc, stratégie de contenu, oui, qui est globale et qui intègre l'ensemble des éléments de communication de la société. Sinon, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de guerre en interne aussi. Mais oui, ça a tout à fait raison de le préciser parce que là, chez lui, ça fait dans 1 an et demi maintenant qu'on utilise justement ce cercle d'or pour essayer de faire comprendre aux annonceurs et de les amener à changer l'angle d'écriture des messages. Et on se rend compte souvent, comme tu le disais, que le service communication va disposer d'éléments marketing qu'ils vont utiliser pour les recrutements ou le bien-être des collaborateurs. Et ces éléments-là ne sont pas toujours connus, ou en tout cas pas réexploités, pas tunés, pour reprendre le mot que tu disais, alors qu'il serait cohérent de les utiliser pour les consommateurs aussi. Et on a le même cas de figure aussi, on parlait de silos pendant des années quand on parlait des services informatiques et services marketing. Mais là, force est de constater, quand on parle notamment de contenu, de stratégie, comme tu l'as évoqué, c'est qu'on a des silos entre parfois la communication et le marketing, et même le marketing et les sales. Et les sales aujourd'hui sont aussi des bons exemples de quel contenu je peux utiliser pour attirer à la fois les consommateurs sur mon site, mais aussi les fidéliser par email. Parce qu'un commercial, quand il va en rendez-vous client, il ne projette pas sa page catalogue produit en arrivant dès le rendez-vous, il crée une empathie et donc il crée une conversation. Et pour ça, il lui faut du contenu.
Absolument. Si on passe maintenant, l'autre point qu'on souhaitait évoquer ce matin, c'était sur l'approche temporelle, Jean-François, et donc la question de savoir est-ce qu'il existe une saison des audiences? Alors, la question, c'est les moments de consommation des audiences. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la Customer Journey, on peut raisonner en horaire, à quel moment de la journée les gens vont consulter quel type de contenu, que ce soit en B2B, en B2C. Il y a bien une heure. Tous les contenus ne se consomment pas à la même heure. Et puis, il y a la question de la saisonnalité. Alors, nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Aujourd'hui, ils sont connus et c'est pas une surprise pour les personnes qui sont avec nous de savoir qu'il y a une saisonnalité des business et une saisonnalité des audiences. Mais par contre, il y a une question une fois qu'on sait cette saisonnalité, c'est est-ce qu'on connaît toutes les saisonnalités de ces mots-clés? Est-ce qu'on est capable de travailler cette saisonnalité? Je vous donne un exemple stupide. Non, c'est pas stupide parce que c'est un vrai exemple. Le cartable d'école, en ce moment, les gamins vont pas beaucoup à l'école. Bon, il y a une petite rentrée là, ces derniers jours, mais globalement, ils y vont pas trop. Par contre, en septembre, les pères et les mères de famille vont se mettre à chercher, enfin en septembre, au mois d'août, vont se mettre à chercher des cartables pour les enfants. Il y a une très forte saisonnalité sur ce mot-clé. Ça vaut pour les mots-clés de jardin, ça vaut pour les mots-clés de Noël, ça vaut pour les mots-clés de ski, ça vaut pour les mots-clés de plein de choses. Et en gros, quand je dis mots-clés, je me suis trompé, je me suis emballé sur les audiences. Et au final, ces audiences sont effectivement des mots-clés, que ce soit en search media ou en SEO. La question, c'est savoir connaître ces audiences, voir quel est leur niveau. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une audience qui apparaît quelques heures, quelques jours? Je vais vous donner un exemple. Halloween. Halloween, ça dure quelques jours, ça monte fort et après ça disparaît. Le cartable, il y a peut-être des gens en ce moment qui le recherchent parce qu'ils en ont perdu, machin. En ce moment, il n'y a personne qui cherche Halloween, je vous le garantis. Mais par contre, quand ça va arriver, ça va être très fort. Donc la question, c'est la hauteur de la vague. Est-ce qu'il faut la travailler en SEO? Est-ce qu'il faut la travailler en média? Ou est-ce qu'il faut travailler les deux? Et si on décide de travailler dans une optique de SEO, on va revenir à nos histoires de contenu, il y a une très forte question de temporalité et d'anticipation. Donc, si vous voulez être présent sur Halloween et qu'au mois de septembre, vous vous dites, tiens, je vais bosser pour Halloween, on est d'accord, vous travaillez pour Halloween 2021 et pas 2020 parce que le SEO prend du temps, sauf cas particulier, et que si vous démarrez sur ces thématiques-là, la probabilité que vous sortiez, elle est relativement modeste. Et quand on travaille pour le cartable, et c'est un exemple réel, si on veut être premier sur le mot-clé cartable, en l'occurrence, c'est un job qu'on a déjà fait, si vous y prenez le 15 août, probablement, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a une notion de temporalité qui est importante dans la préparation de ces audiences, c'est de dire, mon audience, elle va commencer le 20 août et elle va s'arrêter le 10 septembre, par exemple, ou le 15 septembre, peu importe. Ben, il faut que je travaille à contre-saison. Et mon contenu, il faut qu'il soit prêt longtemps à l'avance, c'est-à-dire au moins 3 mois à l'avance, au moins 4 mois à l'avance, au moins 5 mois à l'avance selon les sujets, selon les thématiques. Et ensuite, on va parler de linking, j'en parlerai dans mon petit zoom produit par la suite. Il faut que je travaille 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois à l'avance pour faire en sorte que ce linking se mette en œuvre et que Google comprenne que ce contenu a de l'intérêt et qu'il le fasse monter au moment où je veux le faire monter. Si on arrive premier sur le cartable le 15 septembre, on passe tous pour des clowns, nous, et puis aussi le site qui dit oh, bah, j'aurais pu, j'étais premier. Je vais montrer des exemples tout à l'heure qui ont été des exemples et des cas d'école spectaculaires pendant le Covid, où un de mes clients a choisi un mot-clé, on va dire, ça lui semblait intéressant à Noël. Après Noël, on dit tiens, pour début d'année, on va travailler sur ce mot-clé-là. Je fais le teaser, je ne le dis pas. Et il se trouve que le 15 mars, c'est devenu le mot-clé du confinement et on était passé de la 6e à la première position et ça a explosé l'audience. Ça a fait des ventes de folie jusqu'au moment où il n'avait plus de produits. Mais et alors, en l'occurrence, ça, c'était un mot-clé qui avait été défini, on le trouvait cool, mais on ne pensait pas que ça ferait ce que ça a fait au mois de mars parce que personne n'avait anticipé ce qui allait se passer. Si ce n'est que si on avait pu anticiper ça, on l'aurait fait à ce moment-là pour cet objectif-là et ça a fonctionné. Donc, il y a vraiment une notion de temporalité. Si vous travaillez sur des soldes, si vous travaillez sur du Noël, si vous travaillez sur du jardin, aujourd'hui, on peut considérer que beaucoup de mots-clés sont saisonniers. Si vous travaillez sur des sites de recettes, il y a une très forte saisonnalité en hiver, 24 décembre, 31 décembre, plus il y en a toute l'année. La saisonnalité, c'est le dimanche midi, le samedi midi. Donc ça, c'est des choses qui sont permanentes, qu'il faut travailler au long cours. Et puis après, il y en a d'autres, il y a des recettes pour la bûche de Noël. Et ben, faut la travailler avant, il ne faut pas la travailler
au mois de janvier. Donc, c'est il y a vraiment à travailler à froid, toujours, à contre-temps. Et si vous êtes dans un domaine, par exemple, touristique, on travaille, nous, toujours à contre-saison. On travaille la neige en été et on travaille le camping en hiver. Parce que le moment d'arriver sur des nouveaux mots-clés, le moment de se renforcer les trucs, ça prend plusieurs mois. Malheureusement, cette temporalité, on ne la maîtrise pas. Ça, je dis 3 mois, mais peut-être qu'il faudra 4 mois pour que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas se dire, OK, c'est Halloween, 1er septembre, je démarre. C'est trop tard. C'est de se dire, OK, au mois de juin, au mois de mai, je veux être à Noël à tel moment. Je commence au mois de juin, je travaille au mois de juillet, je travaille au mois d'août, j'affine en septembre, j'affine encore en octobre, et au mois de novembre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas en novembre, ça sera trop tard, et il n'y a que la publicité qui pourra me sauver. Donc, cette temporalité des contenus et du SEO, elle est vraiment à avoir en tête parce que produire un contenu, c'est assez rapide. Même s'il est complexe, même s'il est, alors sauf à faire des vidéos, il faut faire des vidéos en hiver et qu'on est en été, c'est compliqué. Mais du contenu textuel, des images, on peut trouver. Et en gros, en quelques jours, on peut faire des contenus qui soient fabuleux. Par contre, la prise en compte et les actions de linking doivent se faire sur du moyen et du long terme. Et là, on ne peut pas jouer tout d'un coup parce que ça peut représenter un risque par rapport à Google. Donc, ayez en tête que quel que soit le produit, si vous voulez être à Noël, il faut s'y préparer l'été. Et si vous avez un produit qui n'est pas saisonnier, et là, je rentre dans un discours plus classique, un contenu qui n'est pas saisonnier, qui est flat toute l'année, qui fait 100 tous les jours, et ben, au moment où vous le travaillez, vous savez que vous n'aurez pas de résultat avant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction des contenus, de la position d'où vous partez et l'objectif que vous avez. Donc, il y a toujours ce contretemps à jouer ou alors cette préparation. Et ce qui fait qu'on travaille toujours la convergence entre le média et le SEO parce que les deux permettent d'avoir des temporalités qui sont différentes. Et du coup, pour terminer sur cette question de saisonnalité, on a une question d'Angélique qui demande si est-ce qu'en B2B, juillet-août est une saison où l'on consomme plus de contenu. Toi, par rapport à ce que tu as pu voir avec tes clients, est-ce que vous mettez en place des stratégies spécifiques justement pour juillet-août? Nous, je sais que par exemple en email, la période de juillet-août est le bon moment pour faire ce qu'on appelle un peu les mash-up, où on va reprendre les meilleurs articles qui ont pu être envoyés en début d'année, parce que les gens vont avoir un peu plus de temps pour lire, mais on essaie de réduire quand même la pression d'envoi parce que c'est là aussi où les gens vont prendre le temps de se désabonner si jamais, parce qu'ils ont plus de temps pour consulter leurs emails. Donc, c'est une période creuse, nous, pour l'email. Qu'est-ce qu'il en est, toi, de ton côté? Est-ce que tu notes une saisonnalité? Alors, on va raisonner, le B2B, c'est ce que fait Doolist et ce que fait Cybercité. C'est-à-dire qu'on vend des services aux entreprises ou des logiciels ou des choses comme ça. Moi, j'allais dire, ça va dépendre de la typologie des produits que vous allez avoir. Si vous vendez du matériel pour les glaciers, du consommable, peut-être qu'il y a encore des choses à faire au cœur de l'été, même si les gens sont à fond dans leur business. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, j'ai pas de réponse exacte parce que ça va vraiment dépendre de chaque société et de chaque business. Force est de constater que les audiences B2B se font du lundi matin au vendredi soir. Elles se font beaucoup moins le week-end. Et puis, ça, on le voit dans les stats, tout simplement. Quand on est visible, on doit être visible. Et puis après, le 15 août, Angélique, je ne sais pas où vous serez, mais la plupart des gens seront, même ceux qui travaillent en B2B, seront quelque part à la campagne ou à la plage. Donc oui, ils peuvent consommer un peu de contenu, mais je ne suis pas sûr que les gens s'excitent ni sur les réseaux sociaux, ni trop ailleurs au mois d'août. Donc, il y a cette notion de pause. Et en B2B, elle est d'autant plus flagrante que, je vais vous donner un exemple. Si vous cherchez une agence SEO, vous pouvez m'appeler déjà, et c'est quelque chose que vous allez faire, sauf si vous êtes chef d'entreprise, indépendant, vous êtes responsable marketing, vous allez faire ça probablement un lundi jusqu'à un vendredi et probablement entre 9h du matin et 20h. C'est ce que nous disent les stats. Alors après, si on travaille avec des particuliers, je dis n'importe quoi, enfin particulier, un dentiste ou un chauffeur taxi, lui, à minuit, il peut être devant son écran et dire « Tiens, j'ai envie d'avoir plus de clients ». Mais globalement, des gens qui sont des professionnels du marketing, ils ont des horaires de bureau et le samedi, ils s'occupent de leur vie, de leur famille et globalement, on n'a pas des choses importantes comme ça. Donc, ça va vraiment dépendre des audiences. Moi, j'avais un client qui était en B2B et il vendait de la relève téléphonique pour les médecins. Et les médecins, c'était à 21h, 22h, 23h qu'il avait des demandes. Quand il rentrait chez eux, il disait « J'en ai même plus de répondre au téléphone ». Et il faisait appel à ce type de société. Donc, ça va vraiment dépendre de la typologie de vos clients. L'idée, c'est de tester dans tous les cas. Peut-être que personne ne communique au mois d'août, mais que c'est une connerie parce que c'est le moment où personne ne communique et on peut être quand même un peu visible de ceux qui sont là. Donc, moi, je n'ai pas de réponse toute faite, mais globalement, les audiences s'effondrent par période, le week-end en B2B, et dans les périodes où les gens prennent leur congé.
Et globalement, on l'a vu, j'en ai parlé avec quelqu'un sur l'utilisation de LinkedIn, par exemple, c'est qu'on pensait qu'il y a eu des très grosses audiences pendant le confinement. Et ben, les personnes qui ont été confinées sont moins servies de LinkedIn. Il y a eu moins de réactions, moins d'engagement que des périodes où ils sont présentes, où elles sont présentes au bureau de façon assez classique. Donc, il y a eu une baisse un peu d'engagement sur ces médias. Ils ont été utilisés, hein, je ne dis pas que ça a été du 100-0, mais en tout cas, ça a été moins fort. Donc, il y a des périodes où globalement, les gens en B2B ne sont pas trop là-dedans et on peut faire des choses, mais il ne faut pas tout miser au mois d'août. Ça serait une erreur. Ok, merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Alors, c'est vrai qu'on parlait de saisonnalité et de pouvoir s'adapter justement en fonction de ce qu'on a préparé et donc de le préparer en amont. Ce qui est important aussi, on parlait de captation hein, quand on vous a proposé ce web séminaire. Il est important aussi d'adapter ces leviers de collecte parce que faire venir les personnes sur son site, c'est une chose. Nous, chez Doolist, aujourd'hui, on milite avec nos clients pour leur expliquer que la conversion finale n'est pas le seul objectif, que ça soit l'achat en B2C ou tout simplement un formulaire complété en B2B. Il faut aussi miser sur des leviers parallèles et le pop-in de collecte est un bon levier. Par contre, celui-ci doit être adapté dans le temps aussi en fonction des saisons. Et puis, il existe différents types de pop-in. On a le pop-in de collecte tout simplement quand on est dans des périodes plus classiques. Là, on l'a vu pendant le Covid, hein, c'est là où les pop-ins se sont un peu déclinés, ajustés plus sur des pop-ins de keep in touch ou d'alerte. Mais on a aussi les pop-ins de promotion. Donc, tout ça doit suivre la stratégie SEO qui est, comme tu le disais, travaillée plusieurs mois à l'avance pour se dire, ça, quand on sait que ça va commencer à porter ses fruits par rapport à la planification, on ne va pas garder un pop-in qui n'est plus valable. Je te vois hocher la tête, Jean-François. Oui, je confirme. J'écoutais et j'acquiesçais juste. D'accord. Donc voilà. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir travailler ces éléments-là. Et puis parce que le pop-in, il fait souvent peur. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de pop-in de captation à nos clients, ils nous disent oh là là, mais c'est le pop-in qui va apparaître sur l'écran directement quand j'arrive sur le site. Alors non, ça en effet, c'est des pop-in qui sont contre-productifs. Nous aujourd'hui, chez Doolist, on travaille avec des pop-in qu'on appelle intelligents, qui vont se déclencher au bout de 2 pages vues, au bout d'un certain temps passé justement sur le site, pour que la personne ait le temps de consommer ce fameux contenu qu'elle a trouvé grâce au SEO, par exemple, qu'elle commence à être engagée avec la marque et donc s'engager sur le site web. Et c'est là où, justement, on va lui apporter des informations complémentaires et assurer son engagement. Si on passe à la dernière partie, parce que je vois que le temps passe vite, sur la dernière partie, Jean-François, tu souhaitais nous parler un petit peu de l'approche contextuelle également, un petit peu dans la lignée de ces pop-ins. Alors, c'était plus de dire, quand on a mis en place notre fameuse pyramide dont je parlais au début, on a une approche progressive, on a fait ça de façon intelligente avec des objectifs. On peut avoir dans les sociétés une sorte d'antagonisme en fait entre le service, ceux qui s'occupent du SEO et ceux qui vont faire la publicité. Des fois, c'est la même personne et des fois, c'est 10 personnes différentes, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et on se rend compte qu'il peut y avoir des stratégies qui ne soient pas convergentes. Aujourd'hui, nous, on milite pour des stratégies SEO et SEA qui soient convergentes, c'est-à-dire que si je suis présent fortement sur un type de mots-clés que ça me rapporte, je ne suis pas dans l'obligation de l'acheter en médias. Ou alors, ça va dépendre des volumes, ça va vraiment dépendre des métiers, tout ça est relatif, mais l'idée, c'est de pouvoir jouer, en fait, jongler entre ces deux médias et d'en tirer profit. On s'est rendu compte au moment du Covid, là, du confinement plus exactement. Ce que je disais au début de l'intervention, c'est que le 16 mars, il y a un tiers de nos clients qui nous ont appelé en disant on coupe toutes les campagnes. En gros, on ne sait pas comment, si on va vivre, on ne sait pas si on aura des sous dans un mois. Enfin, je vous passe toutes les raisons. Nos clients ne sont plus là, nos commerciaux ne peuvent plus aller, nos magasins sont fermés. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont coupé. Et bon, nous, on n'a pas discuté à ces moments-là parce qu'on s'est dit, si les gens ne savent pas où ils vont, on ne peut pas le savoir nous non plus, donc on n'a pas bataillé, on a coupé. Ceux qui avaient des stratégies SEO qui étaient bien établies, bien implantées, ont bénéficié, ce que je disais au début, des audiences extrêmement volumineuses de ces périodes de confinement sans acheter de publicité. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des audiences supérieures à celles d'avant confinement, alors qu'ils ne dépensaient plus de publicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient une base d'audience, cette pyramide qui était extrêmement forte, qui était extrêmement bien travaillée, qui leur a permis de capter des volumes extrêmement importants de leads
alors même qu'ils ne pouvaient pas les traiter. Dans certains cas, nous, on a eu des clients qui avaient des demandes comme jamais ils en ont demandé, avec l'impossibilité, les commerciaux au chômage, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer comme tout le monde. Donc, il y a eu un petit peu de gaspillage. Mais ça n'empêche que celui qui n'avait travaillé que dans une logique publicitaire a coupé ses campagnes de pub parce qu'il ne savait pas où il allait comme les autres. Et il n'a pas pu bénéficier de cet effet masse qu'ont produit le confinement, alors beaucoup sur les médias sociaux, mais aussi en recherche Google. Donc, le confinement, en fait, a révélé les lacunes. Ceux qui étaient bons, on en profitait à mort en dépensant beaucoup moins. Et ceux qui n'étaient pas très bons, mais qui avaient quand même les moyens de sponsoriser, en profitaient. Et puis, ils n'en profitaient plus et ils se sont rendus compte que les autres ont fait le business pendant ce temps-là parce que en coupant les moyens, ils s'étaient coupés leur audience et ils n'avaient pas la base nécessaire pour pouvoir profiter de ce qui se passait, alors même que il a fallu à peu près, nous on l'a mesuré, c'est-à-dire que la première semaine du confinement, ça a été une dépression totale en termes d'audience. Les gens étaient sur les sites d'actualité, ils s'organisaient. La deuxième semaine, c'est triste aussi. Et puis la troisième semaine, on est tiens, c'est reparti. Et troisième semaine et demie, on était revenu quasiment dans beaucoup de nos clients. Alors, ça va dépendre des métiers, je vais relativiser, mais dans beaucoup de nos clients, revenus sur des audiences qui étaient similaires ou des recherches qui étaient similaires à celles d'avant le 16 mars, sans compter ceux qui ont eu la chance de bénéficier. Alors, on a signé au mois de décembre une société qui fait du gel hydroalcoolique. Donc, autant dire. C'était le bon timing. Oui, non, mais autant dire qu'eux ne répondaient plus à rien et des audiences fabuleuses sans pouvoir même vendre l'ombre d'un produit parce que c'était déjà tout parti, tout commandé, enfin, dans toute la France. Mais ça n'empêche qu'il y a eu des audiences qui ont été fabuleuses et l'idée, c'est de ne pas payer deux fois son audience. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut trouver les moyens. Et le fait de collecter des emails, c'est aussi une autre façon de ne pas payer deux fois son audience. Pour faire revenir quelqu'un sur son site web, repayer une publicité en reciblage, par exemple, c'est moins intelligent que de l'avoir en basé et de pouvoir lui envoyer des messages à date régulière en fonction de scénarios qui ont été définis, comme on va le voir un petit peu après. Donc, l'idée, c'est de ne pas payer deux fois son audience et d'avoir des logiques, ce que je disais au début, qui soient très structurées, qui font que si à un moment donné, pour des raisons de saisonnalité, la boîte est fermée au mois d'août, on s'arrête, et ben on a quand même notre SEO qui va produire une visibilité, qui va produire une audience. Si pour des raisons économiques, et ben on veut dépenser un peu moins sur Google ou sur Facebook ou je ne sais où, on aura quand même une base qui sera extrêmement importante et on pourra par ailleurs l'activer le jour où on aura vraiment besoin de faire revenir les gens. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, le confinement a été révélateur de ces réussites et de ces échecs. Et ça a été extrêmement profitable à certains. Et d'autres se sont rendus compte, en fait, que la publicité masquait c'était souvent un cache-misère. Oui, on a vécu un peu la même chose en email marketing où c'est vrai que du coup, nos clients nous ont dit on va arrêter d'envoyer des campagnes parce que c'est pas adapté par rapport au contexte. Le seul problème, c'est qu'on a un facteur clé en email aujourd'hui qui est la délivrabilité. Donc, c'est la capacité à faire aboutir les messages en boîte de réception. Et si on stoppe tout, eh bien, notre réputation, on la perd auprès des filtres anti-spam. Et donc, si on arrête de router pendant 2 mois, eh bien, du coup, il va falloir reconstruire progressivement cette réputation. On ne va pas pouvoir repartir à la même vitesse d'envoi que ce qu'on avait avant d'arrêter les campagnes. En plus, on l'évoquait dans une autre matinale, vous pourrez trouver les replays sur le blog, c'est qu'avec le Covid, malheureusement, beaucoup d'entreprises ont envoyé un email sur toute leur base. Et ça, les filtres anti-spam n'ont pas du tout apprécié parce que c'est un peu comme ce qui s'était passé avec le RGPD en 2018. Ça a fait augmenter le volume des emails, donc ça a plus sollicité leur data center. Et ça, pour aujourd'hui, les emails, personne ne paye réellement pour pouvoir justement réceptionner les emails. Donc, du coup, eux, ils préfèrent bloquer les messages qui sont non désirés. Et très clairement, quand on envoie des messages sur le Covid à des contacts qu'on n'a pas adressés depuis un moment, et là, tout d'un coup, on leur envoie un email, ça, ils l'ont très mal perçu. Et c'est vrai que ceux qui s'en sont sortis parmi nos clients, donc c'est ceux qui ont su stopper les campagnes ponctuelles qu'ils faisaient. Par contre, ils ont laissé les scénarios trigger continuer de tourner parce que justement, comme tu l'évoquais, comme on a une stratégie SEO qui est en place, on continue de collecter des contacts et il serait une erreur de ne pas adresser ces contacts au plus proche du moment de collecte. Si on collectait par exemple quelqu'un le 18 mars et qu'on attend, imaginons une reprise d'activité au mois de mai pour l'adresser, 2 mois après avoir eu le premier engagement avec lui, c'est beaucoup trop tard. Et donc, ce qui a fonctionné, on a vu, nous, une augmentation des taux d'ouverture, justement, des messages triggers. Parce que déjà, il y avait moins de campagnes email qui étaient envoyées. La pression d'envoi email a été un peu moins forte
ce qu'on a vu sur les consommateurs de manière générale. Et les messages qui étaient envoyés étaient souvent les messages pertinents parce que la base du trigger marketing, c'est le bon message au bon moment vers la bonne personne. Et donc, l'idée, c'est ça aussi, c'est que comme il faut anticiper en SEO quand on décide de mettre en place une stratégie de contenu, il faut aussi anticiper en email marketing, de se dire il faut que je crée des programmes trigger marketing qui vont se déclencher et pas simplement capitaliser sur sa newsletter qu'on envoie mensuellement parce que ce n'est pas suffisant et en plus, c'est beaucoup moins attractif pour les consommateurs derrière. Donc ça, c'est un schéma que vous avez ici qui montre comment, à la suite d'un téléchargement de livre blanc, on va envoyer au consommateur des messages pour lui donner envie de connaître la marque davantage, donc lui donner des informations complémentaires pour rester justement dans son esprit et amener jusqu'à la conversion. Et même si la conversion ne se fait pas dans le mois et demi, par exemple, qui suit le téléchargement de livre blanc parce que ce n'est pas le bon moment, on aura plus marqué quelqu'un en lui envoyant cette série de messages qu'en ayant simplement collecté son adresse email et de ne pas l'avoir sollicité pendant 2 mois. Donc voilà, c'est du bon sens. Et donc, on en arrive à la fin de cette première partie sur les matinales. Donc, du coup, Jean-François, je vais te laisser prendre la suite en ce qui concerne justement la partie que tu évoquais tout à l'heure où tu as fait un peu de teasing sur le netlinking. Bien entendu, vous trouverez nos coordonnées directement ici. Sachez que vous recevrez également ce web séminaire en replay si vous souhaitez le revoir et revoir certains slides qu'on a évoqués. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Jean-François, je te laisse la parole et je te laisse prendre la main sur les slides. Oui, je t'en prie. Voilà, juste une question pour prendre la main sur les slides. Je vais le voir où. Tac, 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 tac. À côté du slide, tu as une petite flèche blanche normalement. Ah oui, oui, ok, oui, bien sûr. Ok. Super. Allez. Merci Anthony. À tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite. Eh bien, écoutez, là, ce que je vous propose, dans la continuité d'un peu de ce qu'on se disait, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on a la volonté d'être de plus en plus visible. On est dans une logique. Alors, si on suit la logique que je disais tout à l'heure, et si on investit fortement en SEO, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, faites-moi juste un petit coucou sur le chat pour me dire que vous m'entendez. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la compétition SEO, elle n'a jamais été aussi forte qu'elle n'a été aujourd'hui. Alors, si comment on le voit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'annonceurs. On recommande aux gens d'aller de plus en plus en SEO parce que ça reste le levier qui reste le plus rentable. C'est pour ça qu'on le met en bas de la pyramide. Et si c'est le levier le plus rentable, tout le monde devrait se battre là-dessus. Par contre, malheureusement, il n'y a qu'une seule première place, il n'y a qu'une seule première page. En général, les pages, elles se sont amenuisées avec le temps et globalement, c'est assez difficile de surnager au milieu de tout ça. Donc, ce que je vais faire, là, je vais zoomer sur une partie du SEO très rapidement, qui est celle sur le linking. Comme je n'aurai pas le temps de tout exposer, de tout dire, je vous renvoie sur notre site internet, on a une dizaine de livres blancs et notamment, on en a un spécifique sur les stratégies de netlinking en 2020 qui retrace une partie des choses que je vais dire. Alors, c'est écrit, donc vous aurez le temps aussi de revoir tout ça à tête froide. Donc, je vous invite à le charger à la fin de la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que un lien, dans une stratégie de netlinking, les gens ont souvent du mal à comprendre ce que c'est qu'un lien, où est-ce qu'on va le trouver, où est-ce qu'on va le mettre, et comment Google va l'apprécier. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un lien, ça n'est ni plus ni moins que la chose la plus basique du web. C'est ce qui permet, en cliquant sur un petit truc bleu, de passer d'une page à une autre. Le web n'est fait que de pages qui sont liées les unes entre les autres avec des liens hypertextes. Donc, le lien, c'est l'essence même du web. Et c'est pour ça que Google ne peut pas se passer de ces liens. C'est-à-dire que l'algorithme de Google est basé sur cette notion de lien entre les pages. Et plus il y a de liens qui vont pointer vers une page, plus Google, historiquement, va considérer que cette page a de l'intérêt. Tout à l'heure, quand je parlais de ma saisonnalité, je parlais de linking, c'est de dire, si on veut montrer à Google que notre page a de l'intérêt, eh ben, on va faire en sorte que cette page obtienne des votes, entre guillemets, de la part d'autres sites web ou de la part d'autres plateformes sociales qui vont indiquer que ce contenu est intéressant. Et comment il indique que ce contenu est intéressant? C'est quand on clique sur le lien, ça renvoie vers cette page. C'est un truc aussi bête que ça. Quand on apprend à faire de l'HTML, on apprend à faire un contenu, puis après on apprend à passer d'une page à l'autre. C'est ni plus ni moins que ça. Et Google nous dit, ce qui est important, le meilleur moyen d'obtenir des liens, c'est d'avoir des contenus qui soient attractifs, séduisants, fabuleux. Et si vous arrivez à faire ça, avoir des contenus, eh ben, les liens vont arriver tout seuls. On est dans une logique
de génération spontanée. Vous avez un bon contenu, donc les liens vont venir naturellement vers vous. C'est un peu comme la légende de Kézak. Google nous dit si vous faites ça, ça va se faire tout seul. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous faites des cartables, j'en parlais tout à l'heure, et ben même si votre contenu il est super cool, les gens ils ne les cherchent que au mois d'août et au mois de septembre, et le reste de l'année, ils s'en foutent. Et même quand ils ont trouvé le contenu, à part acheter, ils vont pas mettre un lien vers votre site web, d'autant plus que tous les internautes ne sont pas webmasters, et tous les internautes n'ont pas la capacité de publier des liens vers votre site. Donc, comment émerger dans ces conditions-là? Et quand un contenu existe déjà sur une autre plateforme, qu'est-ce qui va faire que mon cartable va obtenir des liens alors que le cartable du voisin a déjà obtenu, par exemple? C'est assez peu probable. Donc, l'idée, c'est de regarder un peu comment on peut fabriquer des liens, obtenir des liens pour faire en sorte que Google comprenne que votre site est important. Alors, Google nous dit si vous avez des contenus fabuleux, vous aurez des liens, c'est fabuleux. Mais par contre, Google nous dit aussi, attention, ça, toutes ces informations-là, c'est du copier-coller qui vient de chez Google. Les liens doivent être subis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller démarcher des gens pour leur demander des liens parce que ce serait contraire aux règles de Google et ce serait une façon de manipuler les résultats alors que c'est notre rêve. Notre rêve, c'est bien d'être premier sur des mots-clés tout en manipulant Google. Au final, on ne cherche que ça et vous ne cherchez que ça puisque c'est ce qui nous permet de faire l'audience et ensuite d'amener des personnes à rentrer dans l'espérance avec nous et à que ça devienne nos clients. Donc ça, c'est extrêmement important. Les systèmes de liens sont bénéfiques pour votre positionnement dans Google, mais par contre, Google nous dit il ne faut pas trop en faire parce que nous, on n'aime pas quand tu fais ça de façon volontaire, il faut que ça se fasse tout seul, naturellement. Par contre, Google ne sait pas se passer de ces liens pour classer les sites. Tous les internautes ne sont pas des webmasters et tout lien peut être considéré comme artificiel puisqu'il a été fait par quelqu'un volontairement et volontairement moyennant quelque chose. Donc voilà, Google a mis en place en 2012 des filtres anti-spam pour chasser les annonceurs et ceux qui abusaient de ces systèmes de liens. On a appelé ça Google Pingouin. Alors, beaucoup ont pensé que c'était la fin des systèmes de liens, mais au contraire, ça a été le début du linking qualitatif, c'est-à-dire que du linking qui est produit dans des contenus de qualité et qui correspond à si votre contenu était vraiment naturellement exceptionnel, il aurait des liens de cette forme-là. Donc, l'idée, c'est que tous les liens qui étaient un peu des liens d'annuaire, de communiqué de presse, on a beaucoup parlé avant les années 2010, alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais ça, ces liens ont été proscrits par Google, ils le sont toujours, mais par contre, tous les autres fonctionnent toujours. Et n'oubliez pas que le fond du fonctionnement de Google, c'est le classement à partir des partages de liens. Donc ça, c'est important. Il y a un chemin naturel qu'il faut trouver et exploiter pour être positionné sur Google. Alors, plutôt que de rentrer trop dans le détail, parce qu'on a un temps on a un timing qui est relativement serré. Je vais vous montrer des exemples en fait. Je vais vous montrer des exemples sur des thématiques qu'on a travaillées au cours de cette année, au cours du printemps. Alors, j'ai pas montré le nom des clients pour des raisons de confidentialité. Et les relevés de position sont faits avec notre logiciel qui s'appelle Data Garden. Qui mesure toutes les semaines le positionnement de nos clients sur les mots-clés, qui mesure le positionnement des concurrents, qui mesure les effets du linking. Et en gros, c'est un robot qui va aller dans Google et qui va aller voir ce qui se passe quand on va taper stratégie email marketing, parce que Doulis qui n'y est pas, toutes les semaines, il fait ça. On a travaillé sur un mot-clé qui avait un volume de recherche mensuelle qui était autour de 20 000. En début de période, le 1er mars 2020, il est absent. Par contre, on débute, il n'est pas dans le top 30. Et le 10 avril, avec du linking, il arrive dans le top 10. Et fin avril, donc c'est-à-dire il y a un mois là maintenant, il arrive en position 1. Donc, on a des résultats de ce genre. Je vais en prendre d'autres. Et puis après, il y a la question du nombre de liens, nombre de sites qui pointent vers là. Parce que après, dire qu'on l'a fait, c'est bien. Dire que ça, c'est bien. Mais la question, c'est combien de liens pour obtenir quelque chose comme ça. Sur des mots-clés e-commerce qui sont très concurrentiels, avec des mots-clés à 20 000 recherches autour de l'alimentation sur les chats, on part hors top 30 sur plusieurs mots-clés. On part début de top 30, c'est à 28e. En 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, on se retrouve dans les 3 premiers sur les mots-clés les plus rémunérateurs sur une thématique d'alimentation animale. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette notion de linking, si on la pense naturelle, c'est qu'elle va fonctionner si
initialement, on avait déjà un contenu qui était bon. C'est-à-dire que si vous avez une fiche produit qui est indigente, pas de commentaires sur vos pages, qu'il n'y a rien qui structure le contenu, vous n'avez pas mis de FAQ. Enfin, en gros, vous n'avez pas les fondamentaux du contenu qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure. N'espérez pas en faisant du linking cacher la misère et avoir des résultats où ça sera éphémère. Et puis, ou alors vous n'aurez ensuite pas de transformation parce que vos pages produits elles sont miséreuses. Donc on arrive à avoir des positions extrêmement fortes sur des mots-clés très concurrentiels grâce à ces stratégies de linking. La question c'est celle du dosage. En fait, combien il me faut de liens pour obtenir ces positions? Et bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est quelques liens. C'est-à-dire que pour arriver en troisième position, alors qu'on part de la troisième page, il n'y a pas besoin d'avoir 100 liens, il n'y a pas besoin d'avoir 50 liens. Ça peut être 7, 8, 10, 15. Et du coup, si on raisonne, imaginons qu'un lien coûte 100 euros, ou même 1000 euros. Imaginons qu'un lien coûte 1000 euros, ce qui n'est pas le cas, que ça coûte 15 000 euros pour obtenir une position 1. Dans le temps, c'est quelque chose qui va facilement se retrouver. À une époque, on s'était mis premier sur le mot-clé canapé, ça avait coûté peut-être 20 000 euros en termes de liens, mais par contre, c'est quelque chose qui en quelques jours, en quelques heures, rapportait, chaque panier qui passait, c'était 500 balles, 500 balles, 500 balles. Donc on a vite des retours qui sont extrêmement forts et qui sont extrêmement rentables. Et là, avec une stratégie de contenu et de linking, arriver sur des mots-clés marchands de ce genre, c'est extrêmement bénéfique. Là, on est sur des mots-clés qui sont un petit peu différents. On partait de positions qui étaient meilleures. C'est-à-dire qu'on partait de positions qui étaient 6 sur le mot-clé 1. On est sur des mots-clés 70. On est dans le domaine de l'ameublement. On est dans le domaine de l'équipement des chambres pour enfants. On part de la 6e position sur un mot-clé volumineux en recherche et surtout qui a un retour en termes de revenus. C'est au moins 400 euros quand vous faites l'ombre d'un panier, l'ombre d'un achat. Et on arrive premier sur ce mot-clé-là. Là, typiquement, ce que je disais tout à l'heure, arriver premier sur ce terme-là pendant le confinement, c'est quelque chose qui était cool parce que beaucoup des annonceurs qui étaient sur ces thématiques se sont arrêtés puisque les magasins étaient fermés. Et eux, ils ont profité en termes de e-commerce. Ça, pour arriver à ces positions-là, c'est moins de 15 liens pour arriver sur un mot-clé aussi concurrentiel et aussi volumineux. Alors, si je reprends que le lien coûte 1000 euros, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'on a mis 15 000 euros sur la table pour avoir des paniers à 400 euros, et il y en a plusieurs par jour, c'est quelque chose qui en un mois est très rentable et sur une année l'est extrêmement. Donc, voyez un peu la performance que ça peut amener. Et là, je vous montre l'exemple, c'est celui que je donnais tout à l'heure sur le mot-clé du Covid. Quelqu'un qui vend du matériel de sport, il dit après Noël en disant cette année je voudrais sortir sur telle thématique. Et puis au milieu, il y a un produit d'entraînement sportif il en vend régulièrement. Il est sur des positions 6, milieu de page, fin de première page. On commence le linking, début du mois de mars, le mot-clé passe premier. Et le 16 mars, ça devient le mot-clé du confinement et l'audience, elle explose. Alors, la saisonnalité qu'on montre ici, elle n'est pas naturelle. Elle est liée à ce qui s'est passé suite au confinement. Et là, on a un effet coupure des campagnes publicitaires parce que l'annonceur en disant « je ne sais pas ce qui va se passer » et une masse gigantesque d'audience SEO qui vient se coller par-dessus parce qu'on était sur le bon mot-clé et la bonne position au bon moment et que par ailleurs, par chance, les produits étaient en stock. Donc ça c'est important et ça montre les effets du linking. Alors la question qui se pose, c'est quel est le nombre de liens qu'il faut obtenir? En fait, on a tendance à dire que quand on n'est pas positionné sur un mot-clé, quand on est par exemple 30e, 25e ou 50e, il faut déjà évaluer la concurrence et regarder ce qui se passe autour de soi, à savoir si on est dans un secteur qui est fortement dominé par linking ou alors fortement dominé par les stratégies de contenu et adapter ensuite ses volumes. Mais on peut espérer se poser sur des mots-clés comme Saint-Valentin, Fête des Mères, donc qui sont des mots-clés très saisonniers et très ponctuels, mais qui ont par contre un retour sur investissement qui est spectaculaire, avec 30 liens, donc c'est, imaginons, 4 000, 5 000, 6 000 euros de budget sur des mots-clés qui peuvent rapporter des dizaines de milliers de visiteurs par jour pendant une semaine, 10 jours, 15 jours. Donc, on a ce type de choses et ce n'est pas des centaines de liens. Par contre, il y a une typologie de liens. Et ensuite, quand vous avez obtenu ces positions, quand vous avez obtenu la position souhaitée,
Une, deux, trois. S'il y a Wikipédia devant vous, ça va être compliqué. S'il y a Amazon, ça peut être compliqué, mais pourquoi pas. Il faut entretenir. C'est-à-dire que c'est une machine dans laquelle on met beaucoup de pièces et après, il faut entretenir, puisque les autres qui sont derrière, ce que je disais au début, il n'y a qu'une position une. Donc, celui qui s'est fait souffler sa première position, il va se remettre à la chasse, il va se remettre au travail. Et là, c'est quelqu'un qui va pouvoir se remettre à la position initiale. Donc, ne pensez pas, une fois que vous êtes premier, que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, les contenus sont toujours améliorés et le linking est toujours à entretenir parce que si votre contenu est vraiment bon, s'il était vraiment bon, eh ben, il obtiendrait des liens naturellement. Donc, il y a quand même un linking d'entretien qui est important. Et la question qui se pose, c'est dans quel cas je dois faire, et là, je vous renvoie au livre blanc qui a été mis en commentaire par Ophélie. Je vous renvoie à un livre blanc qui détaille tout ça, où vous pouvez revenir vers moi. C'est à quel moment je dois faire du linking et sur quel mot-clé. La question qui se pose, c'est il ne faut pas se tromper. Tout à l'heure, on parlait du grading et du scoring. Il ne faut pas se tromper de moment. Et le moment ou les mots-clés sur lesquels il faut faire ce type d'action, ce n'est pas sur l'ensemble de votre portefeuille. Pour deux raisons. C'est que tous vos contenus ne sont pas bons. C'est que deux, vous n'avez pas les moyens de le faire, ni en interne, ni avec un prestataire. Ça coûterait bien trop cher et ça serait bien trop lourd à mettre en place. Par contre, si vous avez ce qu'on a marqué là, best case, un mot-clé qui a une audience de recherche, là je parlais de 5 000, 15 000, 20 000, 70 000, 130 000, qui est volumineuse et qu'on est sur un mot-clé dont on sait qu'il a un potentiel. Tout à l'heure, on parlait de la typologie des contenus. On est sur un mot-clé qui est proche de la transformation. On est sur un mot-clé sur lequel il faut travailler en termes de linking. Volume élevé, capacité de transformation et concurrence élevée. Là-dessus, vous ne pourrez pas être premier sur des mots-clés compétitifs uniquement avec votre contenu. C'est impossible parce que les autres jouent avec le contenu et jouent aussi avec le linking. Si vous êtes par contre sur un mot-clé qui a peu d'audience et qui est peu rémunérateur, évitez-le à tout prix et passez plutôt sur un système publicitaire. Ça ne vous coûtera pas grand-chose et vous n'aurez pas de regret à le faire parce que ça ne vous a pas coûté grand-chose. Comme on est très timé et que j'ai vu qu'Anthony était apparu pour me dire « Attention, j'arrive et il va falloir que tu te taises », je vais terminer là-dessus. En résumé, c'est de dire aujourd'hui, dans une stratégie SEO, il y a tout un ensemble de choses à mettre en œuvre. Et en dernier lieu, la cerise sur le gâteau, ce qui va vous permettre de passer de 3 à 1 ou de 10 à 5, en gros, sur des gros mots-clés, c'est vraiment ces stratégies de linking. Et je reste à votre disposition pour en parler en privé si vous me contactez. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site pour charger. On a 2 livres blancs. Le livre blanc sur Netlinking qui reprend beaucoup plus de choses que je viens d'en donner et le livre blanc relations presse digitale versus linking, comment les faire fonctionner ensemble. Je vous invite à les charger, ça éclairera un petit peu tout ce que je suis en train de dire de façon très rapide et très brutale. Merci de m'avoir écouté et merci Anthony. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation très claire. On va désormais passer donc à la dernière partie où on va parler un peu des workshops conseils. On l'a évoqué ensemble, comment arriver à optimiser le contenu justement de vos emails pour arriver à convaincre, arriver à séduire les consommateurs, qu'ils soient prospects ou clients. Alors, c'est plutôt méconnu le conseil marketing chez Doolist, tout simplement parce qu'on est souvent rattaché uniquement aux plateformes de routage Doolist que sont Wavemanager et Campaign. Mais pour autant, aujourd'hui, on travaille sur d'autres plateformes que nos propres plateformes parce que finalement, les conseils marketing que nous allons donner pour optimiser l'utilisation du canal email sont valables quelle que soit la technologie que vous allez utiliser. On va le voir sur les problématiques qui entourent aujourd'hui l'utilisation du canal email. Et c'est pour ça que notamment, on s'est spécialisé sur Salesforce également, que ce soit Pardot ou Marketing Cloud, parce qu'on s'est rendu compte que bien les prospects, les clients, les annonceurs avaient justement des difficultés à pouvoir optimiser l'utilisation du canal email et donc faisaient appel à nous pour les accompagner. Et aujourd'hui, donc, quand on parle du canal email, on a souvent tendance à se dire on ne parle que du message en lui-même. Or, aujourd'hui, l'email marketing, une stratégie email marketing tient en 4 grands axes. La première, comme on l'a vu, on va le voir dans l'état juste après, c'est comment arriver à écrire du contenu engageant. Ce qu'on note aujourd'hui depuis 2 ans, c'est qu'on a beau optimiser la délivrabilité, on a beau optimiser notre base de contact, eh bien, les performances email marketing vont stagner, voire baisser. Donc, c'est-à-dire les performances, on parle du taux d'ouverture, du taux de réactivité. Et c'est tout simplement parce que le contenu qui est proposé à travers les messages n'est plus adapté à ce que veulent recevoir les consommateurs.
Oui, il y a encore une partie de la population qui veut recevoir des pages catalogues parce que ça les intéresse d'avoir la présentation des produits, d'avoir des coupons et ce genre de choses. Mais comme on l'a vu en SEO aussi, on a des consommateurs qui vont plus être en recherche de contenu, d'en savoir plus sur les produits, de regarder les avis, de faire appel à des FAQ comme Jean-François l'évoquait. Et ça, on doit être en mesure aussi de pouvoir le proposer dans les messages. Et donc, du coup, l'idée est de prendre d'abord le premier pilier, de se dire de quoi je vais parler dans mes campagnes email. Beaucoup trop de campagnes aujourd'hui sont envoyées par habitude, comme on les appelle, où en gros, on appuie sur le bouton et on se dit, bon, j'ai fait cette campagne, je sais que ça ne va pas marcher, mais on l'a fait chaque année, alors je l'envoie. Quand on pose la question généralement à nos clients, ils vont nous dire qu'il y a 1 à 2 campagnes sur 5 qui est fait par habitude de cette manière-là, où même le contenu ne leur paraissait pas hyper engageant, mais puisqu'il fallait la faire, ils l'ont fait. Et plutôt que de travailler finalement, de perdre du temps à faire ces campagnes qui ne sont pas engageantes, mieux vaut s'intéresser à produire du contenu qui soit de meilleure qualité. Et donc, je vais vous présenter l'approche qu'on utilise. Le deuxième banc, bien sûr, qui est très important aussi, c'est la collecte de contacts. Si on n'a pas de base de contacts, forcément, on ne peut pas adresser. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner sur comment, aujourd'hui, on peut, à travers des méthodes d'inbound marketing, sur l'art du formulaire, avec, bien sûr, l'aspect légal qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le RGPD, mais aussi parler de quelles campagnes on peut faire sur les réseaux sociaux pour arriver à collecter davantage de contacts. Je m'arrête une seconde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très peu utilisé en Facebook Ads, c'est le lookalike. Le lookalike, aujourd'hui, il a le potentiel de, par rapport à une base de données que vous avez déjà constituée, lorsque vous allez charger ces contacts, donc les adresses email dans Facebook, en B2C, en moyenne, Facebook va reconnaître que 60% des adresses email ont un profil existant sur Facebook. Et donc, vous pouvez à la fois, bien sûr, cibler ces personnes-là à travers des publicités sur Facebook, mais surtout, Facebook peut vous aider à identifier des populations similaires pour justement récupérer de nouveaux contacts grâce notamment à ce que appelle les leads ads. Donc, on va leur présenter une publicité et derrière un formulaire qu'ils vont pouvoir compléter, qui est d'ailleurs souvent autocomplété avec leurs données qu'ils ont dans Facebook. Et ces contacts, vous pouvez les récupérer derrière. Donc, c'est vraiment un gros enjeu aujourd'hui d'arriver à collecter de nouveaux contacts adressables via l'email, parce que bien forcément, on a des personnes qui se désabonnent, on a des personnes pour leur adresse email n'est plus bonne. Donc, il faut arriver à renouveler cette base de contacts. Dans un troisième temps, ça va être de les fidéliser. Et aujourd'hui, d'envoyer une newsletter par mois, ce n'est plus suffisant. Comme on l'a vu, il faut aussi prévoir éventuellement des moments où vous n'allez pas les adresser. Et il est primordial de maintenir un contact régulier avec vos contacts. Et le trigger marketing, justement, est notamment là pour vous aider à mettre en place des scénarios qui vont tourner et être envoyés au fil de l'eau vers vos contacts sans que vous ayez besoin de les modifier toutes les semaines ou tous les mois. Aujourd'hui, quand on met en place un scénario de trigger marketing, c'est aussi ce qu'on appelle le trigger automation, on va le revérifier une fois par an, le faire évoluer éventuellement, mais globalement, il va être envoyé à plusieurs centaines de contacts au fur et à mesure de l'année. Et comme ces messages arrivent au bon moment, eh bien forcément, on enregistre des taux d'ouverture qui sont bien supérieurs à ce qu'on pourrait avoir sur les newsletters, et donc il faut s'adapter. L'autre élément important aussi, c'est d'établir une véritable stratégie d'envoi email marketing. Aujourd'hui, malheureusement, les messages email sont faits trop à la dernière minute, si je puis dire, où on est pris par forcément tout ce qu'on a réalisé. On a bien conscience aujourd'hui que quand on fait du marketing, on a plein de choses à gérer et l'email est seulement une partie. Pour autant, d'envoyer des emails qu'on sait qui ne sont pas convaincants ou qu'on a préparés dans la hâte, eh bien forcément, on ne peut pas s'attendre à avoir des performances satisfaisantes derrière. Donc, il convient de mettre en place une vraie stratégie d'envoi adaptée par rapport à sa base de données et les informations qu'on va avoir justement pour pouvoir segmenter et arriver à cibler avec brio nos contacts. Et puis, le dernier élément, c'est bien de mesurer ses performances. Alors, la délivrabilité, bien entendu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui permet de vérifier que nos messages sont bien arrivés en boîte de réception, parce que si on livre nos messages en boîte spam, forcément, on peut avoir le plus beau message du monde. Derrière, l'impact sera quasiment inexistant, voire très faible. Donc, de mesurer si aujourd'hui, on est capable d'utiliser certains outils, certains retours qui nous sont faits par les filtres anti-spam pour évaluer si potentiellement on est refusé pour spam, mais on se doit aussi, parce que la délivrabilité n'est pas une science exacte, on se doit de faire un monitoring permanent pour suivre les résultats. Et par exemple, je vous donne un indicateur. Aujourd'hui, quand vous avez un taux d'ouverture qui est inférieur à 24%, c'est que potentiellement, vous avez des soucis de livraison. On me dit souvent, oui, mais bon, dans le monde automobile, le taux d'ouverture moyen est de 16%. Aujourd'hui, ça, ce sont des benchmarks marketing pour juger de votre performance. En aucun cas,
il faut se fier à cet indicateur-là parce que dans un benchmark, on met ce qu'on veut déjà. Et puis, ce n'est pas un indicateur délivrabilité au sens que nous, aujourd'hui, quand on vous donne 24%, c'est parce qu'on a observé comment les filtres anti-spam réagissaient et à quel moment il fallait s'inquiéter d'avoir un taux d'ouverture trop bas. Et si vous avez un taux d'ouverture aujourd'hui qui est inférieur à 24%, je vous invite à regarder dans le détail le taux d'ouverture pour le top 10 ou le top 20 des domaines que vous avez adressés. Et potentiellement, c'est là que vous pourrez constater que chez Orange, Free, vous êtes à un taux d'ouverture de 27-28%, alors que chez Gmail ou Hotmail, vous êtes peut-être à 10%. Il n'y a pourtant aucune raison que les contacts Gmail ou Hotmail soient moins appétants à vos messages que les autres. C'est tout simplement que Gmail et Microsoft ont décidé de basculer une partie de vos messages en boîte spam. Et donc, votre visibilité est moins bonne et votre délivrabilité commence à être entamée. Donc, il est important de réagir vite et pas simplement quand on reçoit des alertes de blacklistage ou ce genre de choses. Donc, c'est là qu'il faut bien fixer les KPI qu'on va surveiller. Les outils de DataVis aujourd'hui nous aident justement à pouvoir surveiller les KPI plus précisément et de manière automatique. Aujourd'hui, il ne faut plus perdre de temps à travailler sous Excel, il faut profiter de la DataVis. Et puis forcément, ça c'est un autre point commun qu'on a avec le SEO, c'est Google Analytics. Aujourd'hui, au conseil, tous nos consultants sont certifiés Google Analytics parce que si on a une campagne avec un taux d'ouverture et un taux de clic qui sont intéressants, mais que derrière les conversions n'ont pas suivi, la première chose qu'on doit être capable d'analyser avec nos clients, c'est d'aller regarder le taux de rebond, en d'autres termes, combien de contacts qui ont cliqué n'ont pas été intéressés par la page d'atterrissage et sont repartis aussitôt. Tous ces éléments aujourd'hui sont importants à prendre en compte. Et quand je parlais d'écrire du contenu engageant, donc chez Doolist aujourd'hui, on vous accompagne, que ce soit sous forme de workshop ou sous forme de mission, pour justement essayer de vous aider à prendre du recul sur votre stratégie de préparation des campagnes email et d'essayer d'adopter un nouvel angle d'écriture qui corresponde à ce que veulent recevoir les consommateurs. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir il y a 2 ans et demi Simon Sinek en conférence aux États-Unis. Et c'est vrai que son cercle d'or m'a parlé. Et puis quand je l'ai confronté au canal email, je me suis dit c'est exactement ce qu'on a. Aujourd'hui, 95% des messages qui sont envoyés sont uniquement promotionnels et à faire la promotion des produits en se basant sur le descriptif et le prix. Et il faudrait qu'on arrive à intégrer dans ces messages-là, de remonter une balance qui soit plus à hauteur de 50-50, où on va à la fois distribuer bien sûr des informations sur les produits qu'on a commercialisés, mais aussi également du contenu pour arriver à intéresser toute la population qu'on adresse à l'intérieur de nos campagnes. Et donc, du coup, notre méthodologie, c'est on va vous aider à retrouver votre pourquoi. On ne va pas vous aider à établir votre pourquoi, à écrire votre image de marque, parce qu'en général, vous l'avez déjà fait avec des agences qui le font très bien. Mais on va vous aider à retrouver ces éléments et voir comment on va pouvoir les exploiter, se les approprier pour les mettre en place dans sa stratégie marketing. Et une fois qu'on a identifié ça, je vous demande juste, par exemple, vous pouvez faire l'exercice chez vous, c'est de prendre un article que vous avez écrit pour une newsletter que vous avez envoyée et de vous demander quelle émotion vous avez souhaité générer chez les contacts en envoyant cet article et à quel besoin vous répondiez. Et souvent, quand on écrit, on oublie de prendre ça en compte et donc du coup, on écrit un petit peu à la va-vite, on reprend la page catalogue. Alors que le premier l'élément fondamental, c'est bien de répondre à un besoin et de générer une émotion. Je vous invite à aller voir soit sur mon profil LinkedIn si vous souhaitez m'ajouter ou alors sinon sur Google. Il y a La Redoute par exemple qui vient de faire une publicité télé qui part à contresens de la stratégie qu'avaient les spécialistes de VAD jusqu'à présent, où ils misent sur l'émotion et je vous mets au défi de ne pas verser une petite larme en regardant cette publicité parce qu'elle a un impact très fort où justement l'émotionnel prend tout le dessus que pas simplement proposer les produits que La Redoute a commercialisés. Et donc derrière, la finalité, c'est bien ça, c'est d'arriver à rédiger des messages qui soient beaucoup plus humanisés, beaucoup plus personnalisés. Oui, on peut personnaliser grâce à la data, mais il faut surtout personnaliser l'approche qu'on met en avant, comme un commercial aujourd'hui va personnaliser son discours, va l'humaniser pour créer une relation. Derrière, les objectifs, ils sont simples, c'est perdre moins de temps à rédiger des messages où on joue avec les dictionnaires des synonymes en se basant sur des fondamentaux qu'on a à disposition sur notre page Qui sommes-nous, c'est juste des déclinaisons et derrière, forcément, d'améliorer l'engagement des contacts, que ce soit à travers le taux d'ouverture ou le taux de réactivité, qui sont les 2 indicateurs clés quand on parle de contenu. Et pour cette méthode-là, on utilise soit la méthode de mission où on vous accompagne sur une newsletter, par exemple, pour vous confronter, de dire, voilà, vous avez rédigé de cette manière-là, voilà comment nous, on aurait rédigé par rapport aux fondamentaux. Mais aussi, ce qu'on aime bien, c'est travailler de manière collaborative avec vous ou à travers des workshops qu'on réalise en visio, qu'on réalisait avant d'ailleurs le
le confinement parce que ça fonctionne bien, c'est qu'à travers 2 créneaux d'1h30, un premier, on va revoir les principes de base marketing, donc soit sur toutes les thématiques qu'on a vues, on va choisir certaines thématiques en particulier. Et la deuxième partie, là, on va rentrer dans le concret et on va travailler avec vous pour établir opérationnellement les actions que vous aurez à mettre en place. Quand on parle de conseil marketing chez Doolist aussi, il y a un élément essentiel à prendre en compte, c'est qu'on se veut être opérationnel. Aujourd'hui, les stratégies et les plans d'action qu'on va mettre en place avec nos clients, maximum, c'est pour les 12 prochains mois. Ça évolue tellement rapidement aujourd'hui en digital qu'on ne va pas s'amuser à faire une stratégie digitale sur les 3 prochaines années parce que potentiellement, on serait obligé de la revoir au bout d'1 an. Donc, on préfère travailler avec vous sur des choses qui vont être implémentées directement après ces workshops. Et c'est pour ça que nos clients, en général, après un workshop, vont implémenter dans les 30 jours suivants, voire maximum le trimestre suivant, les actions qu'on a travaillées avec eux, que ce soit un scénario trigger, que ce soit une nouvelle approche de rédaction de contenu. Donc, l'idée est bien là, c'est d'arriver à travailler méthodiquement. Et puis, comme Doolist est organisme de formation également, eh bien, pour correspondre, parce qu'aujourd'hui, on est sur une demi-journée au total pour un workshop, pour correspondre aux standards des OPCA, eh bien, vous pouvez cumuler 2 workshops pour avoir une formation qui durera une journée, le format 7 heures demandé par les OPCO. Et donc, ça peut être pris en charge par votre OPCA. Donc, ça peut être la bonne occasion de travailler 2 sujets en même temps fondamentaux. Et ça, c'est très important. Voilà, ces workshops-là, aujourd'hui, ils fonctionnent bien. Et on a eu le plaisir de les travailler avec des marques comme Michelin ou même Randstad ou même Engie ou Atlantique qui se sont posé la question très rapidement, déjà depuis 1 an et demi, de se dire nos campagnes email stagnent, comment on peut les améliorer, comment on peut retravailler nos messages trigger pour être plus percutants. Et donc, c'est pour ça que si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit sur LinkedIn ou via conseil@doolist.com pour qu'on vous présente notre manière de travailler, comment optimiser ce contenu, comment réexploiter aussi ce qui est fait en SEO. Parce qu'encore une fois, le contenu, il ne s'agit pas de repartir de zéro pour chaque canal que vous allez adresser, mais bien d'essayer de capitaliser sur tous les éléments qui sont disponibles. On arrive à la fin de ce web séminaire. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour les mentionner. Le temps que vous les écriviez, juste vous rappeler que vous pouvez aujourd'hui rester en veille à travers nos programmes disponibles sur notre site, que ce soit le blog où on publie jusqu'à 3 articles par mois pour justement vous donner les dernières tendances email marketing, ainsi que l'agenda pour participer à ces événements. Et sans transition, vous invitez dès maintenant à notre 7e matinale numérique qui aura lieu le jeudi 18 juin, où on parlera accessibilité numérique, que ce soit web et email. C'est un sujet aujourd'hui qui est un petit peu mis de côté malheureusement, mais pourtant qui est crucial aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir un confort de lecture email ou de navigation web à toutes les personnes qui viennent sur votre site, au risque sinon de ne pas arriver à les séduire. Jean-François, merci de m'avoir rejoint. Je regarde si on avait des petites questions. Ça m'a l'air… J'ai l'impression qu'on a réussi le pari de répondre à toutes les questions que les participants souhaitaient. Donc, merci beaucoup, Jean-François. C'est moi. Merci, Anthony, de nous avoir réunis. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était un très beau web séminaire, une belle matinée. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, comme le disait Jean-François, que ce soit à travers LinkedIn ou à nous contacter directement. On se fera un plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine matinale. Merci beaucoup, Jean-François. Merci Anthony, et à bientôt tout le monde. À bientôt, au revoir. Salut.